Merci au Cercle Aristote de m'inviter. C'est un sujet qui est parfois vu comme un petit peu technique, qui n'est pas forcément le sujet, enfin la partie de la France libre en plus qu'on retient la plus facilement et qui est la plus présente, que ce soit en librairie ou dans les médias. Donc merci au Cercle Aristote pour ce gros travail sur le gaullisme, sur toute la France gaulienne et sur justement, encore une fois, les leçons à en tirer. Je vais Alors moi, pour ce qui est des leçons, je vous les laisse, je vous laisse en fait faire votre propre opinion là-dessus. Moi, mon livre a un objectif qui est donc de remettre dans la lumière ces marins français libres, qui étaient assez peu nombreux, puisque je vais y venir, mais bon, il y a un drame de départ qui est Mersel Kébir et qui empêche un petit peu le ralliement en masse des marins. Mais donc remettre quand même en lumière certains exploits, puisque je parle des opérations, et puis les inscrire dans la dimension politique du gaullisme de combat, du gaullisme de la Seconde Guerre mondiale. Donc la marine libre, instrument de la souveraineté gaulienne. Alors d'abord, j'ai borné cette petite prise de parole de 40 à 45. Je vais revenir un tout petit peu avant sur 1939 et sur la déclaration de guerre, pour déjà montrer à quel point en fait, la guerre qui s'annonce en 1939 est une guerre éminemment maritime. C'est-à-dire que l'aspect maritime est fondamental puisqu'il n'y a pas de drôle de guerre navale. Dès le 3 septembre 1939, un paquebot britannique est coulé, l'Athenia. Alors on ne sait pas aujourd'hui encore si c'était une fausse manœuvre d'un sous-marin allemand, si c'était une provocation délibérée, etc. Mais toujours est-il que le conflit sur mer se matérialise en quelques heures, contrairement à ce qui va se passer sur terre. Et les objectifs des marines sont extrêmement clairs et tout de suite assez névralgiques. C'est que le continent européen est en train de tomber en guerre, avec les dominos qui vont se passer, comme on sait, puisque les alliances sont déjà assez bien déterminées dès 1939. Et le rôle de la marine française là-dedans, c'est un peu le même que le rôle de la marine britannique, un petit peu à moindre échelle, puisqu'il n'y a pas l'aspect de défense du territoire, enfin beaucoup moins que pour l'île britannique. Mais le rôle de toutes ces marines, de ces deux marines en tout cas, c'est d'assurer la continuité et d'assurer la continuité du rapport entre les métropoles et les empires. Voilà, on a un énorme empire français à ce moment-là, et dès la déclaration de guerre, on sait très bien que la protection des convois va être quelque chose d'essentiel. C'est ce que Churchill d'ailleurs pressent tout de suite. Il le dira a posteriori dans ses mémoires, mais il sent directement, dès la déclaration de guerre, alors qu'il n'est pas encore Premier ministre, que l'aspect maritime des choses, lui qui connaît bien la chose, va être absolument prépondérant et qu'il faut tout de suite le renforcer. Donc il y a quand même une attention de tous les états-majors qui se portent aussi à la marine, bien entendu. On attend évidemment l'offensive terrestre allemande, mais cet aspect maritime est assez éminent. Pour le général de Gaulle, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, je passe un petit peu plus vite et je reviens à 1940, après l'effondrement. Je ne vais pas revenir sur l'effondrement à terre, sur tous les épisodes qu'on connaît, mais pour le général de Gaulle, ça implique, dans les objectifs qu'il suit avec son mouvement, d'avoir une composante navale le plus rapidement possible. Il arrive à Londres et fait son appel, et dans l'appel du 18 juin, il parle de la mer. Il dit qu'il y a eu une offensive terrestre qui a été cataclysmique, etc. Mais il dit, regardez, la Grande-Bretagne tient la mer et peut continuer la lutte avec son empire. Et nous aussi, il cite en parallèle la France, nous aussi, nous avons notre vaste empire. Et donc, si on continue un petit peu dans la pensée du texte, si on tient la mer et qu'on arrive à dialoguer avec cet empire, aussi on peut continuer la lutte. Donc il y a un aspect qui est tout de suite annoncé, dès le 18 juin 1940, de cette importance de l'indépendance via les aspects maritimes, en tout cas via une force navale qui doit continuer le combat. Évidemment, en juin 40, il n'y a absolument rien qui se passe, à part, il faut quand même les mentionner, les pêcheurs de l'île de Sein, mais ce n'est pas avec des bateaux de pêche que quoi que ce soit sera fait. Mais bon, donc il y a quelques ralliements sporadiques, il n'y a absolument rien de matérialisé. Et le drame, si vous voulez, le drame de la marine libre française, c'est que tous les éléments
qui à ce moment-là sont partagés entre donc, ce général qui a parlé. Donc déjà, bon, peu de monde le fait, mais dans les milieux militaires, il est quand même assez connu. Hein, il a été secrétaire d'État, etc. Donc voilà, tous les gens qui ont une part de leur réflexion qui va dans le sens du général de Gaulle ont aussi une grosse, un énorme respect pour l'amiral Darlan en général. L'amiral Darlan tient sa marine en 39 et 40 d'une main de fer. Il règne sur la marine qu'il a beaucoup développée, c'est vrai. La marine, entre les deux guerres, s'est développée, notamment au niveau de la réflexion, au niveau de la doctrine avec l'amiral Castex, au niveau du matériel avec Georges Legge, etc. Et elle arrive en 1939 dans les mains enfin un petit peu avant, mais Darlan la tient depuis déjà un certain temps et il règne de façon assez incontestée. Il a fait des épurations dans les milieux d'officiers et d'officiers supérieurs qui font qu'elle lui est très disciplinée. Et en plus de ça, malchance pour le général de Gaulle, cette marine qui donc à la toute fin de juin 40 est en réflexion comme la France l'est par rapport à l'armistice, cette marine va subir donc du coup elle va subir la crainte et l'angoisse des Britanniques d'être récupérés par les Allemands et ensuite de servir aux intérêts allemands pour envahir la Grande-Bretagne. Donc les Britanniques, on sait, ne veulent pas de ça. Ce qui est dommage, c'est que ça coupe tout un élan qui était... quand je dis que les marins français réfléchissaient un petit peu à ce qui se passait, c'est que les télégrammes qui sont envoyés lors de l'armistice à Darlan sont incompréhension totale, pourquoi est-ce qu'on ne se replie pas sur l'Empire et qu'on met sur pied des opérations de lutte, etc. C'est qu'il y avait vraiment quand même une envie de continuer le combat. Bon, ce qui finit par l'assécher, cette envie, ce qui finit par vraiment l'anéantir, c'est effectivement l'attaque de Mers el-Kébir au tout début du mois de juillet, et qui va faire que donc, bon, la plupart des marins ne vont jamais rejoindre l'ennemi britannique qui est honni depuis des siècles, surtout après le coup qui vient d'être fait. Pour De Gaulle, évidemment, c'est un casse-tête, enfin c'est plus qu'un casse-tête, c'est un échec qui tire, enfin un échec presque moral en fait d'être parti en Angleterre. C'est chez ces gens qu'il n'aime pas vraiment et qui en plus viennent de tirer sur les bateaux français qui pouvaient être les garants de la continuité du combat. Donc il y a un énorme choc qui se fait à ce moment-là sur la souveraineté, enfin sur la recherche de souveraineté de De Gaulle. C'est vraiment quelque chose qui est anéanti et au début de son aventure de la France libre, on en est vraiment à un point, s'il n'y a même pas un point mort, c'est un point voilà, toutes les issues paraissent assez bloquées. Malgré tout, De Gaulle accueille à Londres au même moment, quelques heures avant, enfin quelques jours avant, à la toute fin de juin 40, un officier supérieur, un amiral qui est Émile Muselier, qui est un amiral qui s'est mal entendu avec Darlan tout au long de sa carrière. Ils ont fait navale ensemble. Toute leur carrière, ils se sont un peu cherchés, provoqués. Et puis quand Darlan a eu le dessus dans les ministères parisiens et qu'il a pris en main la marine, Émile Muselier a été tout simplement débarqué. Je ne vais pas revenir sur la carrière d'Émile Muselier. C'est un type qui a une carrière militaire assez exceptionnelle, hein, qui a des commandements qui sont très bons, mais dont les évaluations sont toujours assez comment dire, sont jamais très enthousiastes. En fait, c'est un type qui, dans un milieu d'abord en général, qui est assez aristocratique encore. Hein. Le milieu des officiers de marine au début du XXe siècle reste très très marqué par l'aristocratie. C'est un type qui vient du Sud, qui a une pensée républicaine très forte, qui a des sympathies. Alors on dit des sympathies parce qu'on ne sait pas exactement le placer politiquement et il ne s'est pas vraiment intéressé à la chose politique, même si les cabinets ministériels l'intéressaient beaucoup tout au long de la Troisième République. Bon, il est réputé franc-maçon, etc. On ne sait pas encore très bien quelle est la vérité de toutes ces choses-là, de tous ces jugements. Est-ce que c'est juste une appartenance sociale autre qui fait qu'il y a eu une incompréhension, ou est-ce que c'est vraiment
un militantisme un peu caché et sous-jacent d'Émile Muselier, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il qu'il arrive au début de la guerre, débarquer de la marine par l'amiral Darlan qui avait juré d'avoir sa peau, et que cet officier supérieur, avec son excentricité aussi, avec son originalité, a fait un petit peu de journalisme pour un journal du Sud, a été un petit peu ingénieur puisqu'il a les connaissances scientifiques. Donc pendant toute la drôle de guerre sur Terre, il est resté comme ça, et puis au moment de l'invasion du territoire français, il part. Il a beaucoup de difficultés à rejoindre Londres et finit par arriver à Londres et à se présenter à ce général à titre temporaire qui est le général de Gaulle. Et là, c'est assez surprenant puisque ces deux hommes qui s'entendent absolument pas, enfin qui n'ont pas du tout le même caractère, qui n'ont rien pour s'entendre, eh bien, se rencontrent et trouvent en quelques secondes le modus vivendi qui va les accompagner sur les mois qui vont suivre, c'est que l'amiral Muselier est chargé de la création d'une marine libre, d'une composante marine libre, alors que, donc voilà, d'un côté, Émile Muselier est plus gradé que De Gaulle, et c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, et que d'un autre côté aussi, il a aucun marin à proposer à De Gaulle, il a rien, et il a aucune connaissance, et en plus, c'est quelqu'un qui était, pour parler un petit peu vulgairement, un peu tricard depuis le début des hostilités. Il a un réseau marin sûrement qui existe encore, mais il n'a pas du tout la puissance des réseaux de Darlan. D'ailleurs, un dernier mot sur Darlan là-dessus. Quand on parle de souveraineté maritime au début de la Seconde Guerre mondiale, c'est Churchill qui a écrit à propos de Darlan, bon, il ne faut pas faire trop d'hypothèses, mais il écrit que si Darlan était parti avec les bateaux qui à partir du moment où la France a été occupée, transportaient l'or de la Banque de France, s'il était parti, De Gaulle, mais même avec son antériorité de semaines ou de quelques mois, n'aurait plus existé. C'était Darlan qui devenait le grand leader de la poursuite du combat, le grand leader de la France alliée, enfin la France alliée aux autres pays. Et il aurait supplanté, puisqu'il avait une dimension politique qui existait déjà, qui était beaucoup plus impressionnante que De Gaulle. Il avait toute une armée en fait à son service et qui aurait donné une place assez éminente dès le départ à la France au sein des Alliés. Bon bref, c'est aussi pour montrer donc cette supériorité de Darlan et le fait qu'à cette époque, certains officiers avaient, dans les cabinets assez instables de la Troisième République, certaines personnes dans l'armée avaient une puissance qui, dans le moment de la déclaration de guerre, devenait politique, qui n'était plus une puissance uniquement militaire, mais qui était une puissance politique qui aurait été à même de faire bouger beaucoup de choses. Le seul à s'en être servi, finalement, c'est le général de Gaulle, même s'il n'a rien pu emporter avec lui. Donc, on est au début de l'été 1940, il y a eu ces drames, et ce qui est intéressant de constater, c'est que tout de suite, l'amiral Muselier veut mettre en place une force négociée avec les Britanniques, capable de continuer le combat aux côtés des Britanniques. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il n'aura pas une escadre entière, qu'il ne pourra pas mener des opérations indépendantes, et il se dit, on va lancer des négociations d'entente, d'autant qu'il connaît assez bien l'état-major britannique, il est assez anglophile, il a déjà il se fait très rapidement des liens, puis c'est quelqu'un d'assez liant et assez chaleureux et assez malin, si vous voulez, dans la discussion, et en plus assez mondain. Donc il se fait très rapidement des liens, et dès l'été 1940, il a pour objectif de mettre sur pied une petite force marine, en fait des bâtiments qui se battent aux côtés des escadres anglaises. Donc dans tous les ports, quelques marins français qui ici auraient droit à une corvette, là auraient droit à un ou deux chasseurs, etc., pour participer à la défense du territoire britannique. Pour lui, c'est la seule question qui vaille. On est arrivé en Grande-Bretagne. Le seul but de notre marine, c'est de continuer le combat et de le faire là où on est. On fait partie des Alliés, donc comme si vous voulez, un gouvernement allié pouvait décider de la conduite d'opérations militaires. Et puis, dans la province du sud de la Grande-Bretagne, je ne sais où, et voilà, on se met au service. Conception qui se heurte tout de suite à celle du général de Gaulle, qui ne pense qu'à une chose, je l'ai déjà dit depuis le 18 juin, l'Empire, l'Empire, l'Empire.
La France n'est pas seule, il le répète aussi, elle a l'Empire, etc. Elle a les alliés, mais elle a surtout l'Empire. Et donc en fait, cette première divergence de vision sur ce que doit faire, ce que doit permettre la marine libre, va trouver une première occasion d'affrontement lors des accords de la négociation des accords opérationnels entre Royal Navy et Force navale française libre. La marine vient de prendre ce nom, la marine libre vient de prendre ce nom de Force navale française libre, et l'amiral Muselier lui a trouvé cette fameuse croix de Lorraine. Donc l'amiral Muselier a entrepris des négociations avec l'amirauté britannique, a obtenu le prêt de certains bateaux, de matériel. Les premiers marins, les premiers Français libres qui ont un peu de connaissances marines ou quelques marins qui commencent à s'échapper de leur port occupé se présentent à Muselier, sont prêts à embarquer sur des bateaux. Et De Gaulle et son cabinet viennent tout stopper dans cette négociation qui doit aboutir au début août pour dire que non, ces questions d'accord opérationnel, ce sont des questions que l'on traite d'État à État. Et ça, l'expression en fait a toute son importance puisqu'elle montre dès le début ce que De Gaulle veut faire de sa marine, un instrument de souveraineté, puisqu'il dit qu'on négocie d'État à État et que c'est pas à l'amiral Muselier et à l'amirauté de se mettre d'accord ensemble, c'est à l'État français, déjà bien qu'embryonnaire, présent et actif à Londres, de demander à son hôte britannique des bâtiments, du matériel pour pouvoir reconstituer une force maritime française libre. Et en fait, c'est pas plus que ça. Ça ne donne aucun des objectifs précis et opérationnels que De Gaulle veut suivre. Ça ne donne aucune réponse sur l'aide qu'il va éventuellement apporter aux Alliés. C'est tout de suite un rapport en fait, diplomatique qu'il essaye d'engager. Donc Muselier, qui est hiérarchiquement obligé de s'effacer, proteste, puisqu'il dit que ce sont des questions très techniques, et De Gaulle reprend le dossier. Effectivement, des accords sont signés le 7 août 1940, avec un grief qui est fait à De Gaulle de la part de Muselier, et que je me dois quand même de retranscrire, puisque c'est très intéressant sur l'aspect à la fois diplomatique ou technique, enfin, là où on fixe cette discussion. Ce qui est intéressant, c'est que Muselier en voudra toujours après à De Gaulle d'avoir repris les négociations et d'avoir permis à la Royal Navy de prendre à son compte les éventuelles prises maritimes, en fait les prises de course qui sont faites et qui sont remportées par la marine libre. C'est-à-dire que si la marine française libre capture des cargos allemands, capture des paquebots ou des choses comme ça, les biens saisis, les prisonniers sont ensuite tous gérés par la Royal Navy et si vous voulez, ils sont redonnés à la Grande-Bretagne. L'amiral Muselier avait une bonne connaissance du commerce international et de l'industrie du transport maritime de l'époque. Il savait qu'il y avait d'énormes en fait, bénéfices à tirer de ces biens saisis et que si on avait pu se lancer dans la course avec une relative liberté opérationnelle de la part des Britanniques, ça aurait pu en fait alimenter financièrement la France libre. Donc ça c'est la pensée, c'est ce que Muselier reprochera à De Gaulle pour la négociation des accords du 7 août. De son côté, Pleven, qui négocie ces accords au niveau politique, dira qu'effectivement la question de la marine marchande et des saisies de bateaux était une question qui valait d'être posée, mais que le risque que la France libre prenait à vouloir prendre la gestion de la course des corsaires et de la marine marchande était bien trop important par rapport au risque politique, parce qu'à ce moment-là, De Gaulle ne négociait pas uniquement la marine, mais négociait des accords à peu près sur tout, sur les forces terrestres, sur un embryon d'armée de l'air et surtout, en gros, sur son existence politique propre. Donc en gros, je pense que De Gaulle n'a pas voulu mettre dans le paquet de sa négociation cette gestion de la marine marchande directement. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une tactique? On voit que la question du financement de la France libre n'a pas posé de problème d'indépendance. Donc bon, c'est quand même quelque chose qu'Émile Muselier a dit dans ses mémoires plusieurs fois et que je pense intéressant de souligner. Mais donc, dès que ces accords sont signés, dès que des premiers bâtiments sont rétrocédés à la marine française libre, puisque, j'ai oublié de le dire, mais une grosse partie des bâtiments français est quand même en Grande-Bretagne à cette époque-là, hein, puisque tous les gens qui sont partis après les désastres de la Manche
et qui ont assisté impuissants à la conquête du territoire sont partis des ports du nord de la France, de Brest et de toute l'Atlantique vers la Grande-Bretagne. Donc il y avait pas mal de bâtiments qui ont été saisis lors de l'opération Catapulte et qui sont rétrocédés à la France libre à ce moment-là. Et donc première priorité, premier événement de souveraineté grâce à la marine française libre, ça va bien sûr être la question de l'Empire. En fait, De Gaulle, après la signature de ces accords, après être devenu indépendant politiquement, enfin un tant soit peu, n'a qu'une idée, c'est de quitter cette île maudite avec des gens qu'il n'aime pas tellement, culturellement, historiquement, et donc en fait de prendre la marine libre pour rallier l'Empire à lui, et ensuite de reprendre sur l'Empire une assise politique et de recontinuer le combat. Donc c'est l'opération Menace, c'est la mise sur pied d'une expédition qui doit permettre de libérer l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale française. Opération qui se passe quand même, même si je parle d'une opération de souveraineté, opération qui se passe quand même avec l'accord et avec le soutien de Churchill. Et là, il est intéressant de constater que Churchill ne représente pas forcément ce qui se passe dans la vie politique de son pays actuellement, puisqu'il soutient depuis déjà plusieurs mois à bout de bras De Gaulle, et c'est lui-même qui va dire oui, très bien, on va mettre sur pied une force commune pour livrer ces opérations dans le sud de l'Atlantique, et on va vous permettre de repartir, de rallier l'Empire et de repartir de là-bas pour le combat. Bon, après, Churchill n'est pas non plus un anglophone ou un francophile ou quoi que ce soit. Il n'oublie pas qu'il y a des intérêts de ressources qui sont énormes avec l'Empire français. Donc ça fait partie des choses qui font que les intérêts à ce moment précis de la Grande-Bretagne et de la France libre s'alignent. Donc l'opération Menace, je pense que tout le monde a dû entendre un petit peu parler de ça, mais c'est un échec absolu, en gros. Enfin, un échec absolu sur la partie occidentale, puisque De Gaulle arrive devant Dakar avec une force franco-britannique, et puis le gouverneur sur place, le gouverneur Boisson, résiste, alors que certains éléments de renseignement pouvaient laisser penser que la ville pouvait tomber et pouvait rallier De Gaulle. De Gaulle a aussi été un peu dupé par l'optimisme forcené de Churchill. Churchill, en fait, si vous voulez, est arrivé au moment du lancement de l'opération avec un petit texte qu'il avait écrit dans la nuit, qui était un petit texte un peu poétique sur le déroulement de l'opération Menace, en disant, vous allez voir, un matin, une force franco-britannique se stationne devant Dakar, et puis lorsque la brume se lève, le peuple français et de l'Empire aperçoit ces bâtiments et cette puissance, et puis les accueille, et le soir même, le gouverneur trinque à la santé de Gaulle. Voilà. Enfin bref, c'était quelque chose d'un petit peu délirant qui avait un peu séduit De Gaulle, et du coup on était parti sur cette espèce de démonstration de force qui n'a absolument pas marché. La ville résiste. Il y a quand même un lot de consolation sur ce mois d'expédition qui est très difficile, c'est que l'Afrique équatoriale, elle, se rallie de façon très fluide au gaullisme et à la France libre. D'abord, dès l'été, il y a eu certains gouverneurs qui se sont ralliés, et puis ensuite, les derniers pays tombent, notamment grâce à l'action de Leclerc, hein, c'est une de ses premières actions au sol. Et donc, voilà, c'est un échec qui a été tenté, et le général de Gaulle a tout de suite essayé de mettre la marine au service de sa souveraineté. Bon, c'est un échec militaire, et en même temps, c'est aussi une affirmation politique. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir pour lui, et c'est ce qui l'empêche d'abandonner le combat, puisque la question se pose quand même à ce moment-là, hein, quand on est en octobre 1940, quand tout a commencé depuis déjà 2 mois. Je pense que le général de Gaulle a de sérieuses hésitations. Ça, c'est quelque chose qui est... Enfin, des sources très crédibles le disent. On a parlé récemment de la théorie de l'envie de se suicider, ça j'irai pas jusque-là, mais il y a eu quand même des vrais soubresauts. Mais en tout cas, la marine lui a permis une affirmation politique qui est assez intéressante et qui va jamais plus le quitter, puisqu'il s'est rendu compte que ça pouvait être mis sur pied assez facilement, et que si c'était mieux préparé, il pouvait y avoir des choses de fait
pour la France libre et pas forcément dans l'intérêt des Alliés, mais dans l'intérêt de la France. Donc il est obligé ensuite, pour ce qui concerne la marine, de faire des concessions opérationnelles. Lorsqu'il revient en Grande-Bretagne et qu'il voit la puissance de la presse qui juge très sévèrement l'opération Menace, c'est là aussi qu'il se met à détester la presse, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant à remarquer. Il subit une vraie campagne de presse négative contre lui et Churchill. Et donc en fait il se dit bon, je suis obligé de temporiser, on a subi un premier échec et on va faire des concessions pour se remettre un petit peu dans le bain de la stratégie opérationnelle des Alliés. Et c'est là qu'il laisse Muselier continuer à s'entendre avec l'état-major britannique et qui laisse les marins français participer surtout en fait à ce qui est la toile de fond de la Seconde Guerre mondiale, c'est les opérations de convoi. Les opérations de convoi, elles ont commencé et se sont intensifiées. Donc comme j'ai dit, elles ont démarré dès le début de la guerre, mais elles se sont intensifiées à partir de la campagne d'Angleterre, puisqu'il fallait faire tenir cette île entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et donc en fait, plusieurs corvettes vont être mises à disposition des forces navales françaises libres et vont commencer à faire des allers-retours entre des points de l'Atlantique où elles rejoignent des convois. Si vous voulez, en fait, les convois partent, si on parle des convois chargés, ils partent des côtes américaines, ils montent jusqu'aux environs de Terre-Neuve, ils repartent en direction de l'Islande, et là, à un moment donné, dans l'Atlantique, vous avez une zone où les convois, les cargos arrivent et les marines américaines passent le relais aux marines britanniques et françaises pour accompagner ces cargos, ravitailler la Grande-Bretagne. Donc tout ce système est un système qui, au niveau de l'état-major, est très cadré, très préparé. On parle des approches occidentales, des atterrages de Terre-Neuve. Le tonnage, bon, c'est quelque chose qui monte en puissance de façon assez exponentielle. Et la France libre va jouer le jeu. La France libre va jouer le jeu d'accompagner, de mettre toutes ses forces aussi dans l'accompagnement des convois. La France libre va aussi armer des chasseurs dans la Manche, puisque là, le trafic aussi n'arrête pas. C'est un trafic qui est plus ennemi pour le coup, puisque l'Allemagne fait transporter du matériel en France par bateau. Donc le mur de l'Atlantique n'est pas encore en construction, mais il y a déjà du matériel qui est envoyé. Et il y a un gros trafic en Manche, donc des chasseurs, des embarcations un petit peu plus légères, mais qui sont basées sur toute la Cornouaille et sur le sud de l'Angleterre. C'est, disons, un petit peu la période Muselier qui commence, puisque De Gaulle a essuyé un échec et donc Muselier peut mettre à fond les capacités opérationnelles des FNFL au service des intérêts britanniques. Mais De Gaulle veille quand même à une chose en ce qui concerne la marine, c'est que toute l'intendance soit française. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, dans la précipitation, on a armé des bateaux et on a donné aux hommes du matériel britannique, des uniformes, tout le commissariat de la marine reprend les standards britanniques puisqu'il faut s'adapter au port de la Royal Navy, etc. Et progressivement, De Gaulle va quand même donner des instructions pour que les jeunes marins soient formés dans des écoles françaises. Donc on recrée une école navale. Il y avait eu un semblant de promotion d'école navale dès juillet 40 sur un bateau, en fait, sur le vieux cuirassé Courbet. Mais là, des choses beaucoup plus solides et organisées vont être mises en place sur la formation des marins, qui à ce moment-là est donc en pleine révolution, hein, puisqu'on fait tous les mois, on a des innovations technologiques et qu'il faut former les marins en permanence, et sur la logistique, avec en gros des commissaires de la marine qui recréent les codes et l'administration à la française sur les bâtiments FNFL. Donc bon, je dirais que c'est pas un instrument de souveraineté extrêmement concret pour la France, mais ça montre une attitude par rapport à la Royal Navy, qui est quand même de se différencier dans la manière de conduire la marine. Voilà. Alors après, voilà, ça c'est toute la première partie de la guerre. Il faut en venir à l'épreuve
la plus importante de souveraineté qu'a à subir le général de Gaulle sur cette première partie de la Seconde Guerre mondiale. Je parle de la première partie de la Seconde Guerre mondiale, qui est le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est une épreuve de force qui est imaginée dès le début de la Seconde Guerre mondiale par le général de Gaulle. Saint-Pierre-et-Miquelon est un tout petit archipel au large de Terre-Neuve, dont le général de Gaulle sait qu'il est administré par Vichy et qu'il est sous perfusion américaine depuis déjà de nombreuses années. En fait, l'essor économique de Saint-Pierre-et-Miquelon avait commencé avec la prohibition américaine, parce qu'il était devenu une sorte de plaque tournante des alcools interdits, et c'est là que l'Europe faisait arriver ses marchandises pour ensuite être introduites de façon illégale sur le sol américain. Donc il y avait une sorte de prospérité et de forts liens qui s'étaient créés avec les États-Unis à l'époque sur l'archipel. Depuis le début de la guerre, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est donc tenu par un gouverneur qui est Gilbert de Bournac, qui est un vichiste convaincu, mais qui fait surtout ses affaires avec les États-Unis. Les États-Unis, étant en lien diplomatique avec Vichy, acceptent de financer l'île, puisque la pêche est impossible, temps de guerre, trop de dangers pour pêcher, pour aller sur les bancs de Terre-Neuve, etc. Et la population est un petit peu en déshérence, elle vit de subsides américains. Mais il n'empêche que malgré ce peu d'intérêt politique, ce peu d'intérêt, démographiquement ça représente assez peu de choses, De Gaulle comprend qu'il y a un intérêt à la fois politique et stratégique à rallier cette île et à ravir cette île aux mains de Vichy. Il y a d'abord un intérêt stratégique militaire, c'est que cette île est exactement sur le chemin des convois qui vont des États-Unis à la Grande-Bretagne, qui continuent de s'intensifier. Donc ça fait si vous voulez, une base navale qui est parfaite pour les bateaux français. Ça permettrait de ne pas relâcher sur les possessions canadiennes ou sur les possessions du nord de l'Amérique. Ça permettrait de rester en terre française, si vous voulez, tout au long des missions navales. Donc c'est bon pour le moral des troupes, c'est bon pour l'excellence opérationnelle française, c'est bon pour les exercices et pour en fait l'indépendance de la marine française libre. Ensuite, il y a évidemment un intérêt politique qui est évidemment l'affirmation de la capacité de la France libre à rallier des territoires français. La question de la métropole ne se pose pas, évidemment. La question de l'Empire, outre que l'AEF s'est fait, la question de l'AOF ne se pose plus, évidemment, à cause de l'échec de l'opération Menace, mais sur des possessions comme ça, insulaires, la France libre a tout à gagner, et le général de Gaulle y réfléchit en fait dès les premiers mois de 40. Ça faisait partie de ses plans. Alors évidemment c'était moins important que l'Afrique, mais une fois que l'Afrique refuse de tomber, on va revenir braquer ses yeux sur ce petit archipel. Alors les préparatifs de l'opération mettent un petit peu de temps. Il y a un petit peu de retard dû à la nouvelle équation qui est l'entrée en guerre de l'URSS à partir de juin 1941. Mais l'état-major donc, de la France libre continue de penser que c'est intéressant, et Muselier, qui sait les visées de Gaulle sur l'archipel, en parle, lui qui parle de façon plus cordiale et plus chaleureuse avec les Britanniques, en parle aux Britanniques et pose la question est-ce que si on rallie cet archipel, comment réagiriez-vous, qu'est-ce que vous en penseriez? Évidemment, ce serait bien pour nous et pour la sécurisation des convois. Donc l'amirauté britannique est évidemment partagée, puisqu'elle sait que c'est un bijou militaire, mais elle sait que derrière, c'est le pourvoyeur industriel américain qu'il ne faut pas fâcher, et que le pourvoyeur, les États-Unis, si vous voulez, tiennent cette île et ne voudront certainement pas la donner à De Gaulle. Je ne reviens pas sur les rapports entre De Gaulle et Roosevelt qui n'ont jamais été autre chose qu'exécrables. Donc voilà, l'amirauté britannique est partagée. Et puis à un moment donné, De Gaulle se dit bon, on va le faire. Il est retenu
par Muselier, il temporise. Je ne sais pas à ce moment-là quel est le renseignement qu'on a sur l'imminence de l'entrée en guerre américaine. Est-ce que Pearl Harbor était quelque chose qui était... je ne sais pas quelle est l'information par rapport au plan japonais et au plan américain de la France libre. Toujours est-il que De Gaulle décide fin novembre, donc avant l'attaque de Pearl Harbor, de lancer l'amiral Muselier à la tête d'une petite force navale et lui prescrit de rallier l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le détonateur, le prétexte officiel ayant été un appel au secours de la population locale qui a été en fait envoyé par les anciens combattants de Saint-Pierre sur la radio. Donc bon, c'est un espèce de prétexte qui ne veut pas dire grand-chose, mais suffisant pour lancer l'opération. Et puis l'opération aussi, elle est lancée parce que les forces navales françaises libres en sont à nouveau capables. De plus en plus de bateaux sont prêts, etc. Donc Muselier sait qu'il va devoir procéder à quelque chose qui est rigoureusement, qui est même inimaginable pour ses alliés britanniques et pas encore l'allié américain, mais en tout cas pour ses amis américains. Il sait qu'il va devoir faire cette chose-là. Et il essaye de retarder le plus possible l'opération. Il arrive donc à Terre-Neuve, il relâche, et le prétexte, si vous voulez, officiel, la manœuvre qui doit être effectuée, c'est de prétexter un exercice en mer, et en fait de s'écarter peu à peu au large, et de bifurquer vers Saint-Pierre-et-Miquelon pour de semer en fait les éventuels Britanniques qui seraient dans les parages pour aller là-bas. Donc il fait des exercices en mer. Il temporise, il en fait 2-3 jours de plus, etc. Et puis, à un moment donné, il se retrouve pris parce qu'on arrive en décembre 1941 et que l'attaque américaine change tout. Enfin, l'attaque sur les navires américains dans le Pacifique change tout le cours de la guerre. Lui se dit, si je commence à attaquer l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin en tout cas le rallier, alors que les Américains entrent en guerre dans quelques heures, etc., je ne peux pas. Bref, il prend l'initiative de stopper l'opération de ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon. Là-dessus, le général de Gaulle l'apprend, devient furieux et lui dit, écoutez, je ne sais pas ce qui vous a pris, mais il comprend très bien ce qui a pris à Muselier, hein, mais il a dit, je prends en charge l'entière responsabilité de ce que je vous ordonne, et procéder à l'opération de façon immédiate. Donc les Muselier attend encore un petit peu et est retardé. Alors ça c'est un point très technique, mais bon, les canons gelés en fait à Terre-Neuve, donc il ne peut pas repartir avant quelques jours. Et ensuite De Gaulle apprend que les Anglais l'informent que les États-Unis s'apprêtent à eux-mêmes envahir Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ils leur disent non, surtout ne faites pas ça. On a appris que Muselier nous a dit qu'il était là-bas, etc. Il veut procéder à ça, on a compris. Ne le faites pas puisque les Américains veulent le faire. Alors je crois que c'était la pire chose à dire au général de Gaulle, puisque quand on lui dit que les Américains vont envahir un territoire français, c'est au contraire aller le défendre, sa première priorité. Donc toujours aucun contre-ordre, l'amiral Muselier y va. Et on part quelques jours avant Noël en direction de Saint-Pierre-et-Miquelon. Là encore, je ne vais pas revenir sur l'opération militaire en elle-même. C'est un succès fou. Les bateaux arrivent en pleine nuit entre le 23 et le 24 décembre. Je ne sais même pas si quelques vagues coups de feu d'un vieux fusil Lebel sont tirés près du port. Et puis tout de suite, les marins sont acclamés puisque la population était, donc, comme je l'ai dit, désœuvrée. Elle cherchait uniquement à se remettre au combat aux côtés des Alliés. C'est un succès, en tout cas populaire, immédiat. Mais ça annonce un gros problème diplomatique, si ce n'est un affrontement militaire avec les États-Unis. Parce que c'est quand même là où on est. Et donc, la première chose, c'est quand même... si vous voulez, ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'en termes de souveraineté, la marine française libre vient de faire quelque chose, mais le général de Gaulle veut continuer à l'utiliser pour prouver
que c'était une bonne action et que la France avait été totalement légitime à rallier Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça va se faire en fait en 2 temps. Et ça va se faire d'ailleurs au travers des 2 personnages que sont Muselier et De Gaulle. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que la réponse politique va se situer à 2 étages et que d'abord Muselier va prendre en main le côté, je dirais pas le côté marketing des choses, mais il va prendre en main toute la communication autour du ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon. D'abord, dès qu'il est arrivé, sa priorité c'est de tenir l'île. Alors, il entraîne ses marins à la messe de Noël le surlendemain de son arrivée, puisque l'archipel est un endroit très religieux et que la plupart il y avait une sorte de fake news de l'époque, les fake news vichistes, si vous voulez, disaient que le général de Gaulle était un laïcard, etc. Et que c'était... donc voilà, fake news encouragée par l'évêque qui était sur place. Mais bon, tous les marins sont invités à se présenter à la messe de Noël. La population réagit très bien. Et ensuite, Muselier a très bien compris que pour calmer les États-Unis, il fallait les prendre à revers d'un point de vue de la communication. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement retourner la doctrine Wilson des États-Unis, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, contre la diplomatie américaine. Alors, il organise un vote à Saint-Pierre, qui est ouvert à tous les habitants, qui propose tout simplement, c'est une sorte de référendum sur ce qui vient de se passer dans le port de Saint-Pierre, approuvez-vous ou non le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon, approuvez-vous la poursuite du combat aux côtés des Alliés, etc. Qui est un vote qui est d'ailleurs absolument pas truqué, puisque il a invité Muselier pour vérifier tout ce qui se passe sur place, un journaliste américain. Donc c'est là où aussi on voit que Muselier a un rapport à la politique qui est quand même très différent de De Gaulle, puisque le jour où De Gaulle n'aurait jamais même, je pense, pensé à inviter ou à frayer avec un journaliste quel qu'il soit à l'époque, et même après. Mais donc voilà, Muselier a bien compris que dans la presse américaine, il y avait un coup à jouer au moins pour l'aspect diplomatique, enfin pour l'épreuve diplomatique qui allait venir. Donc le vote est donc raconté dans tous les médias américains et tout se passe bien donc, à ce moment-là. Donc la réponse après des Américains est effectivement c'est pas du tout dans le même ton, c'est pas du tout une offensive de charme, etc. Vous avez procédé au ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon de façon totalement... ils n'arrivent pas à dire le mot indépendante, mais de façon totalement brutale et sans se concerter et en dehors de toute la concertation qu'ont les Alliés, que nous avons maintenant avec vous parce que nous sommes alliés. Et le secrétaire d'État américain Cordell Hull parle des Français soi-disant libres. Donc voilà, l'offensive diplomatique est lancée. Les efforts de Muselier portent dans l'opinion, mais ne portent pas du tout auprès du secrétaire d'État américain. Et la Grande-Bretagne commence, si vous voulez, à lâcher un petit peu la France libre sur la question. Donc quand on arrive au premier jour de janvier, le général de Gaulle est dans une situation plus qu'inconfortable, quand même, plus qu'inconfortable. Mais il a, si vous voulez, c'est la première fois, en fait, je pense, dans son parcours, qu'il fait preuve de cette espèce de génie politique, qui est de jouer sur la souveraineté, non pas telle qu'elle est représentée par les chefs d'État qu'il a en face d'eux, mais par les peuples auxquels lui parle en tant que chef d'État. Et il va trouver, si vous voulez, il y a quelque chose de très intéressant qui va se passer, c'est qu'il ne va pas négocier avec le gouvernement américain sur ce ralliement et sur Saint-Pierre-et-Miquelon, il va négocier avec le peuple américain. Peuple qui a été informé de tout ça grâce à Muselier et son journaliste, et peuple qui, en fait, de façon très intéressante, approuve massivement le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les Américains, en fait, voient dans le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon quelque chose de tout à fait positif et optimiste, puisqu'il faut quand même se rappeler que ce n'est pas uniquement les Américains qui sont influents là-bas, c'est Vichy, c'est Vichy qui tenait l'archipel. Et donc c'est pour les Américains qui viennent de se faire bombarder, qui viennent d'entrer en guerre,
un message en fait très positif. Voilà, les Alliés, on vient de reprendre un territoire pas loin de chez nous, à l'ennemi ou à son collaborateur français de Vichy, et nous trouvons ça parfaitement légitime et parfaitement respectable. Donc en fait, quand De Gaulle comprend que le peuple américain est avec lui, en tout cas le peuple qui compte, les gens qui donnent leur avis aux États-Unis, eh bien, il va jouer cette carte contre le gouvernement américain. Il va être en fait, De Gaulle va être de plus en plus, plus les Américains vont se montrer menaçants avec lui, plus il va être froid, et plus en fait il va même pas chercher à négocier. Aucune volonté de négociation. C'est-à-dire, quand Muselier passe son temps dans les interviews, lance des collectes de timbres, il lance des collectes de timbres à l'effigie de la France libre à New York, etc. Enfin, Muselier se démène comme un homme politique, en fait, un petit peu qui doit être à ce moment-là. Et de son côté, De Gaulle, en fait, ne fait strictement rien. Il dit, s'il y a un problème, le gouvernement va venir et je donnerai mes arguments, le gouvernement français donnera ses arguments au gouvernement américain et on réfléchira ensemble. Donc il laisse le bras de fer, si vous voulez, enfin il laisse la tension monter, malgré même les menaces britanniques, puisque les Britanniques ne font rien sans l'accord des Américains à partir de décembre 1941. Malgré toutes ces menaces, il laisse aller, et il se rend compte en fait très vite que l'Amérique est en fait un peu paralysée par elle-même. C'est quelque chose qui est intéressant à remettre. Moi, c'est quelque chose que j'aime voir dans cet épisode, c'est la permanence de cette paralysie américaine à l'étranger, enfin dans ses affaires internationales, la manière dont Chirac aussi a parlé à l'allié américain lors de la guerre en Irak est quelque chose qui peut être mis en parallèle avec cette façon qu'a eu De Gaulle de dire écoutez, j'entends tous vos arguments, etc. Mais voilà, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Pour le coup, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, je crois qu'on est en France, donc je ne vois pas très bien ce que vous avez à faire là-dedans. Et en fait, c'est un succès total. Ça, pour le coup, ça s'avère un succès total. L'Amérique lâche du lest en se disant qu'elle ne pourra rien tirer et qu'une opération militaire contre des marins français libres pour reconquérir un petit archipel, etc., si vous voulez, n'a rien de pertinent. Et les États-Unis vont proposer plusieurs accords à De Gaulle, qui va se permettre de refuser les uns après les autres, jusqu'au moment où il va trouver en face de lui un document qui lui assurera une totale gestion. C'est quand même très fort, puisque De Gaulle a donc refusé tous les accords, et le seul qui va accepter, c'est quand les États-Unis auront donné une totale indépendance à l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, quand les Britanniques auront eux-mêmes assuré en sous-main ne pas s'intéresser à Saint-Pierre-et-Miquelon en dehors des aspects purement militaires et comme base navale, et qu'en plus, les États-Unis vont continuer à verser l'aide financière qu'ils versaient à l'époque de Vichy. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez... voilà, De Gaulle, en fait, a tout simplement attendu que les enchères montent et a trouvé à un moment donné que ça suffisait et a signé. Donc voilà, un succès total qui est rendu possible par la marine libre. Il a bien compris que c'était en fait le meilleur vecteur qu'il avait au cours de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas à ce stade de la Seconde Guerre mondiale, pour comment dire, exercer une souveraineté. Et pas uniquement une souveraineté, je dirais, politique, une souveraineté de discours, mais une souveraineté vraiment de fait, une souveraineté sur son propre territoire. D'ailleurs, c'est ce qui va être très intéressant à voir, c'est que l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était pas juste une opération pour mettre un drapeau français avec une croix de Lorraine, c'est avec l'argent américain notamment, l'archipel va être entièrement modernisé, le port va être fait, la station de radio va permettre des échanges beaucoup plus fluides et va sécuriser les communications des marines alliées sur l'Atlantique. Donc il y a vraiment une vraie exploitation, et De Gaulle sait mettre à disposition l'archipel pour les marines et pour les marins alliés quand c'est nécessaire. Donc c'est vraiment pas une question de revanche ou d'indépendance parmi les alliés, c'est une question en fait d'indépendance nationale. Donc voilà. Après, donc, cette marine libre va quand même traverser des périodes un petit peu plus difficiles, puisque on a vu au cours du ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon que l'amiral Muselier avait une vision qui était très différente du général de Gaulle.
que l'amiral Muselier, si vous voulez, était quelqu'un beaucoup plus versé vers le dialogue avec les états-majors et qui n'avait pas du tout de visée politique. Et quand Muselier revient de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc à partir de février-mars, il revient en vainqueur, hein, puisqu'il a sécurisé l'île, recommencé à mettre les pêcheurs au travail, etc. Il revient auréolé d'un prestige opérationnel qui est très fort. Et lors du comité où cette affaire est un petit peu débriefée au sein de la France libre, là il va un petit peu quand même se laisser aller à dire voilà, j'approuve ce que nous avons fait, mais en revanche les motifs pour lesquels nous avons fait cela et la façon dont nous avons communiqué avec nos alliés à ce moment-là n'a pas été bonne. Et donc il s'oppose en comité politique au général de Gaulle au sein de la France libre. Et si vous voulez, ça va, le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon est le premier échelon le premier événement d'une série qui va aboutir au départ de Muselier, puisque Muselier avait des objectifs qui n'étaient pas de souveraineté, tout simplement. Suite à ce discours un petit peu offensif de Muselier, qu'est-ce que fait de Gaulle ? Évidemment, quand on le taquine, il renvoie une note qui s'intéresse beaucoup et de très près à la marine française libre, où il prescrit à l'amiral Muselier de la transformer en un outil de créer des petites forces navales de débarquement, en gros de faire tout ce dont doute Muselier, ce que n'aime pas Muselier, c'est-à-dire d'en faire une force uniquement dédiée à la souveraineté de la France libre. Et donc en fait Muselier reçoit une note qui l'enjoint de préparer des corvettes, de les mettre là, ici et là, pour que sur la planète on puisse procéder à d'autres ralliements du type de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'affrontement monte de façon un peu graduelle, mais voilà, ça va aller très vite puisque Muselier en fait, Muselier met tout son poids dans la balance avec les Britanniques pour, à ce moment-là, destituer de Gaulle. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette opération du ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas juste soldé par le départ de Muselier qui n'était pas d'accord, c'est que ça a mis en danger le fonctionnement de la France libre en entier, et que Muselier, ça c'est quelque chose qui, pour le coup, est assez, je trouve, peu exprimé dans les livres et dans l'historiographie de la France libre. Muselier avait acquis une puissance politique énorme à ce moment-là. Il était vraiment l'homme qui avait l'oreille d'un bon nombre de politiciens britanniques, qui avait beaucoup d'influence. Les Américains avaient vu sa gestion et avaient vu qu'il avait été capable malgré qu'il était resté fidèle à la France libre, et qu'il était capable de dialoguer et d'être en bonne intelligence. Donc c'est vraiment l'homme des alliés au sein de la France libre. Et il va mettre tout son poids dans la balance pour renverser de Gaulle sur cette question. Il va dire, écoutez, ce caractère politique que vous donnez au mouvement de la France libre, ça fait maintenant plus d'1 an et demi que vous le faites, et nous avons eu un premier résultat, et ça nous a mené si vous voulez, ça nous a mené à une certaine animosité avec nos autres. Donc je pense qu'il ne faut pas faire comme ça, et je pense qu'il faut rester sur un caractère strictement militaire de la France libre. Il lance les hostilités qui durent plusieurs semaines à partir, sur le premier semestre en fait, de 1942. Et qui vont, ça encore, je ne sais pas si c'est très, très connu, mais qui vont quasiment pousser de Gaulle au départ. En fait, Muselier, les Britanniques vont écrire à de Gaulle en disant bon, nous voyons que vous avez renvoyé Muselier, que vous avez profité de ce que Muselier vous dit pour le renvoyer. Il ne faut pas faire ça, c'est quand même quelqu'un avec qui on travaille en très bonne intelligence. C'est quelqu'un qui manie, qui a la connaissance opérationnelle de tous les théâtres d'opération sur lesquels nous sommes, donc ne faites pas ça. Et là encore, bon, voilà, quand on dit quelque chose comme ça à de Gaulle et qu'on est britannique, ça le galvanise. À chaque fois qu'il y a eu des événements comme ça, il se galvanise et il se raidit encore un peu plus. Et de Gaulle, donc pour vous dire quand même que c'était important, de Gaulle a quand même rédigé une lettre testamentaire à ce moment-là, qu'il a adressé à son cabinet, à ses proches, et qui disait voilà, si l'œuvre que j'ai commencée ne peut pas être continuée, eh bien on saura que moi c'est quelque chose que je vous invite à lire parce que c'est assez touchant, c'est émouvant finalement, parce que on sent qu'il est vraiment en danger, et c'est quelque chose qui est peu connu.
Il dit si l'œuvre que j'ai commencée ne peut pas être continuée, sachez que j'aurais tout tenté pour la souveraineté du pays, pour son indépendance, et que j'aurais été barré par un espèce de concours de circonstances comportant aussi des Français. Donc accusant en fait certains de la France libre autant que Vichy. Et en fait, si vous voulez, l'affaire qui aurait pu prendre 1000 tournures différentes, puisque vraiment, à certaines heures, Churchill hésite beaucoup, le Parlement est très partisan de la destitution, enfin de lâcher De Gaulle, etc. Ce qui va en fait ruiner tous les efforts de Muselier et ce qui va permettre à De Gaulle de continuer de se raffermir, c'est que Muselier, pris par une forme de grande... Enfin, peut-être pas d'euphorie, enfin je ne sais pas, voyant qu'il avait tous ses soutiens et que De Gaulle commençait à vaciller, demande aux marins français libres de se mettre en grève. Et alors là, du côté britannique, la Royal Navy voit ça en disant bon, un amiral qui commande à des marins de se mettre en grève, on ne va pas forcément garder ce type-là à nos côtés. Voilà, c'était vraiment une condition absolument insupportable pour les marins britanniques qui le lâchent, puis si les marins britanniques et l'état-major le lâchent, évidemment le Parlement suit, etc. Donc tout le soutien politique qu'avait eu Muselier s'est ruiné en quelques heures et a permis à De Gaulle de continuer le combat. Soutien qui, évidemment, le soutien s'est ruiné aussi parce que les marins ne se sont pas mis en grève. Il faut quand même remettre les choses à l'endroit. Mais De Gaulle n'était pas tout seul, il y avait une vraie division au sein de la France libre à ce moment-là, et les marins, à part 2-3 proches de Muselier qui ont mis sac à terre, les marins ont tous continué le combat. Donc c'est effectivement ça, c'est ce que je dirais le plus... Enfin, c'est l'événement le plus palpable de la souveraineté de la France libre en fait en général, puisque à partir de... Je vais passer plus vite sur la période de 1943 à 1945, c'est une période où les opérations terrestres prennent beaucoup plus d'importance. C'est une période où De Gaulle doit s'affirmer politiquement non plus au sein des Alliés, mais contre des rivaux politiques français, à partir de l'opération Torche, du débarquement en Amérique du Nord, etc. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font que la marine est un peu moins le vecteur de la souveraineté de Gaulle. Mais c'est quelque chose qui ne va jamais oublier, qui va toujours essayer de mettre à profit, qui rencontrera plus d'autres échecs. Par exemple, donc, De Gaulle n'est pas présent, enfin la France libre n'est pas présente lorsque Madagascar est rallié. C'est à partir du moment de l'épisode de Saint-Pierre-et-Miquelon, les marines alliées britanniques vont faire les choses sans en parler. C'est en fait ça, peut-être, qui détermine le fait qu'au débarquement, il y a eu très peu d'éléments français. C'est qu'il y a eu une sorte pas je dirais de manque de confiance ou de rupture de confiance, mais il y a une sorte de... On savait qu'il y avait une forme d'indépendance de la France libre à ce moment-là, et puis c'est peut-être ça qui a entraîné certaines décisions politiques par rapport à De Gaulle. Je cite quand même sur la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale les convois. Donc les convois qui étaient atlantiques ont eu à partir de 1941 et surtout après lors de l'intensification du front de l'Est, ont eu une composante qui allait ravitailler l'URSS. Et donc, dès que De Gaulle a pu prescrire au successeur de l'amiral Muselier, donc qui était Auboineau, de participer au convoi ravitaillant la Russie, pas l'URSS, il a dit effectivement, voilà, mettez des corvettes à nous pour aller les ravitailler. Je veux qu'ils voient des Français, je veux qu'ils voient des gens qui sont de la France libre, pour qu'il y ait une incarnation politique de notre mouvement auprès des Russes. Donc il s'en servira pour ça, il s'en servira aussi avec les vedettes lance-torpilles, qui seront en fait des vedettes en Manche, qui iront en une nuit, en fait en quelques heures de l'autre côté de la Manche, torpiller des bateaux devant les côtes françaises et puis revenir. Ça c'est quelque chose qui mettra à profit, il mettra d'ailleurs son fils, Philippe de Gaulle, sur cette flottille de vedettes lance-torpilles. Voilà, ce sera quelque chose qui perdra quand même effectivement en puissance cette souveraineté par la mer, jusqu'à la fin de la guerre. Et je vais citer quand même, pour finir, un épisode qui est assez intéressant, c'est que même si la marine française libre participe assez peu au débarquement de Normandie et de Provence, elle y participe de façon quand même très
très exceptionnels. Oui, il y a les commandos Kiefer, il y a aussi des bateaux qui en fait, par leur connaissance des côtes normandes, sont très précis pour couvrir l'avancée des troupes et neutralisent des éléments. C'est quelque chose qui est très bien fait, mais bon, ça, c'est pas du tout la volonté de Gaulle et c'est pas du tout une volonté de souveraineté. C'est quelque chose qui est plutôt concédé dans le cadre d'une opération anglo-américaine. Hein. C'est comme ça qu'il appelait le débarquement. Donc c'est pas une opération de souveraineté. En revanche, il va débarquer dès que possible sur les côtes normandes, à bord d'un bateau français, évidemment, la Combattante, et il va se servir de ça pour aller ravitailler les banques françaises de toute la partie à peine libérée, avec des francs français, avec des fonds français ramenés depuis l'Angleterre pour éviter l'utilisation et la généralisation des fameux dollars français qu'avait préparé le gouvernement américain. Donc voilà, il se sert de ça et ensuite les bateaux français vont faire des navettes transportant documents secrets, renseignements, etc. Les bateaux vont quand même, à partir du débarquement, créer un dialogue avec la France métropolitaine et la France libre restant à Londres. Voilà, donc ces différents aspects de la souveraineté politique que De Gaulle a mis en œuvre avec le vecteur maritime, je dirais, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir les leçons que De Gaulle a tirées de ça. Donc, si on regarde un petit peu je m'arrête en 45, mais si on regarde un petit peu quelle idée De Gaulle a eue de la force maritime, on voit en fait les missions qui sont les siennes dès son retour au pouvoir en 58. Si vous voulez, pendant toute la 4ème République, la marine, qui était redevenue un instrument de souveraineté et de puissance, pendant toute la 4ème République, la marine est utilisée comme un outil logistique de réduction de l'Empire. C'est vraiment, la marine ne sert qu'à revenir avec des hommes, avec des familles, avec du matériel et des entreprises entières, de l'empire, des empires, des possessions à la France métropolitaine. Et ce qui va redonner de la souveraineté, ce qui va redonner de la puissance, du prestige à cette marine, c'est de retrouver justement une force de souveraineté. Et là, c'est De Gaulle qui lui redonnera dans les années 60, notamment avec la mission j'en parlais tout à l'heure, la mission de dissuasion nucléaire, qui est aujourd'hui en gros le legs sans doute le plus vivant qu'a donné De Gaulle dans sa doctrine navale, qui est une sorte d'assurance-vie pour la France et qui est tous les jours au service des intérêts et de la souveraineté et de l'indépendance française. Voilà.